Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour parler du film Glass qui est sorti au cinéma le 16 janvier 2019. Glass, c'est donc le chapitre final de la trilogie des super-héros créée par M. Night Shyamalan en 2000 avec le film Incassable. Pour cette critique, je considère que vous avez déjà vu les films Incassable et Split, donc il y aura sûrement des spoilers sur ces deux films-là. Et concernant le film Glass en lui-même, je ferai une première partie assez générale où je parlerai du film. Et ensuite, dans une deuxième partie, j'aborderai des spoilers, mais dans ce cas-là, je vous dirai à quel moment couper la vidéo si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez pas vous gâcher la surprise. Pour revenir sur les origines de cette saga, on se souvient qu'en 2000, on découvrait le film Incassable avec les personnages de David Dunn et de Elijah Price. Alors que Elijah Price souffre d'ostéogenèse imparfaite, autrement dit la maladie des os de verre, David Dunn quant à lui découvrait qu'il avait une force extraordinaire et qu'il était incapable d'être blessé. Elijah, c'est un collectionneur de comics depuis l'enfance et il considère que s'il est à un bout d'un certain type de personne, de l'autre côté il doit y avoir une personne qui lui est parfaitement opposée. Donc il considère que s'il est le bonhomme qui casse, il doit exister quelque part quelqu'un qui est incassable et il est prêt à tous les sacrifices pour le découvrir. M. Night Shyamalan nous proposait alors un univers de super-héros qui était tout à fait normal, réaliste et probable. Ici, personne n'a de super pouvoirs totalement incroyables ni rien, il n'y a pas de grosses scènes épiques à proprement parler. On est dans un film qui se veut intimiste, on est dans un thriller dramatique qui se questionne sur la place du héros et aussi quelle est la place du méchant. En 2017 sortait sur les écrans le film Split qui nous présentait l'histoire de Kevin et de ses 23 personnalités, le jeune homme étant atteint d'un trouble dissociatif de l'identité aigu suite au mauvais traitement infligé par sa mère durant son enfance. Et au-delà des 23 personnalités, il s'en cache une 24e que les autres surnomment la Bête. Et la Bête, c'est l'entité vraiment la plus sombre et c'est une espèce de créature mi-homme, mi-animal qui serait dotée d'une force vraiment surhumaine, de capacités vraiment hors normes. Et trois de ces personnalités, Patricia, Dennis et Hedwig, ils sont persuadés que la Bête elle va bientôt émerger et Dennis kidnappe trois jeunes filles pour lui offrir un sacrifice. À la fin du film, tous les médias s'accordent à surnommer Kevin la Horde à cause de toutes ces personnalités donc, qui vivent en lui. Et à la toute fin du film, quand on découvrait le personnage de David Dunn attablé à un comptoir, on comprenait donc que les deux films étaient liés et que Shyamalan avait étendu son univers de héros. Et ça a surpris pas mal de monde à sa sortie, tout le monde était plutôt étonné, moi la première je m'y attendais absolument pas. Et pourtant Shyamalan il nous donnait un indice qui était énorme. Il suffit juste de regarder les deux affiches du film. L'affiche d'Incassable et l'affiche de Split, ce sont les mêmes. Il y a le même effet de verre brisé au milieu. On nous donnait un indice tellement énorme, je pense que finalement personne s'en est rendu compte. Plus c'est flagrant et plus ça passe incognito. Et du coup, quand à la fin du film Split, le personnage de David Dunn parle d'Elijah Price, à ce moment-là on comprend tout de suite qu'il va y avoir un troisième film pour lier les trois personnages et il n'aura fallu attendre que 2 ans pour voir Glass arriver sur grand écran. Ici on se retrouve seulement quelques semaines après la fin du film Split, la Horde est toujours dans la nature et a kidnappé 4 nouvelles jeunes filles. David Dunn quant à lui est devenu le superviseur, donc il patrouille dans les rues de Philadelphie et il est bien décidé à mettre la main sur donc, ce nouveau méchant. Elijah Price quant à lui, il est interné en hôpital psychiatrique depuis 19 ans, donc depuis la fin du film Incassable. Et alors que David arrive à mettre la main sur la Horde, ils se font attraper par le docteur Ellis Staple, qui rêve depuis longtemps en fait, de confronter ces personnages-là pour les mettre face à la réalité et leur faire admettre une bonne fois pour toutes qu'ils ne sont pas des super-héros mais qu'ils sont des personnes tout à fait normales. Le film Glass voit également revenir 3 personnages du passé, à commencer par Casey, la jeune fille que Kevin avait kidnappée dans Split, Joseph, le fils de David qui maintenant joue les sidekicks à ses côtés et qui l'aide à garder secrète son identité, ainsi que la mère d'Elijah qui malgré tous les méfaits de son fils continue de l'aimer et de venir le visiter à l'hôpital psychiatrique. Au premier abord, c'est le personnage de David qui semble le personnage le plus important de ce film-là, on a l'impression que le film va tourner autour de lui. Déjà parce que c'est lui le héros, donc en toute logique, dans un esprit classique, on se dit c'est le héros, donc c'est le personnage principal. L'accent est mis sur lui dès le début, on en apprend plus en fait sur ce qui s'est passé entre Incassable et Glass. Et voilà, il a toujours cette figure du héros central. En plus, n'oublions pas, pour le petit détail, que David Dunn, c'est le seul personnage de l'histoire à avoir une double initiale, comme la plupart des super-héros Marvel. Double initiale, comme moi. Mais n'oublions pas que si Incassable nous présentait déjà l'histoire de David, Split était l'histoire de Kevin, donc en toute logique, Glass est le film d'Elijah.
Surtout qu'à un moment donné, le personnage d'Elijah demande à un autre de ne plus l'appeler le bonhomme qui casse, mais de l'appeler Mr. Glass. Ici, on va donc retrouver de nombreux éléments qui ont déjà été introduits en fait dans les 2 films précédents. Et l'exemple le plus classique, le plus flagrant en fait, ça va être l'utilisation des couleurs. Déjà, c'est quelque chose qui est cher aux yeux de Shyamalan parce qu'on peut se souvenir par exemple que dans le film Sixième Sens, c'était la couleur rouge qui nous annonçait qu'il y avait un fantôme. Et ici, on a donc 3 couleurs qui s'affrontent, on va dire. On a le vert qui est associé à David. Le vert, c'est la couleur de la force vitale. Et David, c'est le protecteur de la vie, c'est celui qui vient en aide aux innocents. On a la couleur ocre qui est associée à Kevin. C'est une couleur qu'on retrouve dans beaucoup de religions, notamment l'hindouisme et le bouddhisme. C'est la couleur qui est associée aux moines. Et Kevin en fait se prend pour une sorte de prêcheur qui vient en aide aux broyés avec en fait ses disciples qui sont toutes ses identités. Et la couleur violette qui est associée à Elijah, c'est la couleur de la royauté. Comme Elijah se prend pour le personnage principal de son histoire, il s'est associé à une couleur qui est majestueuse. On voit aussi que les 3 personnages parents sont associés aux mêmes couleurs que les protagonistes. D'ailleurs, on se souvient qu'à la fin d'Incassable, Joseph portait un t-shirt vert pour s'associer donc à son père, pour montrer qu'il croyait en lui. Et donc ici, Joseph porte toujours du vert, Casey porte des tons qui vont être marron ocre et la mère d'Elijah des tons violets et pourpre. Et au fur et à mesure du film, selon les événements qu'il se passe, ces couleurs-là peuvent évoluer et peuvent changer. À un moment donné, lorsque Joseph commence à douter de la réalité de son père, il ne porte plus de vert. Vous le verrez, c'est pas flagrant, mais si on y fait attention, on s'en rend compte, il porte plus de vert. Mais pour l'acte final, vu que sa foi en son père est restituée, il reprend ces couleurs-là. Et l'exemple aussi qui est vraiment flagrant, c'est qu'à un moment, quand Joseph il est à la librairie, dans une librairie de comics, il y a le rayon héros qui est éclairé avec un néon vert et le rayon vilain qui est éclairé avec un néon violet. Et pour leur faire face, on a le docteur Ellie Staple qui, elle, est censée ne pas croire aux super-héros. Donc en fait, c'est un personnage qui est très neutre et qui ne porte que des tons très clairs. Elle porte du gris perle, elle porte du bleu ciel, du rose pâle, du beige. Elle est censée être neutre par rapport aux 3 personnages qui ont des convictions bien précises. Parmi les thèmes communs que l'on peut retrouver avec les 2 films précédents et avec beaucoup de films de Shyamalan dans sa filmographie, c'est les thèmes de la foi, de la croyance et de l'amour. Donc l'amour, on peut repenser par exemple au film Le Village, où c'est le pouvoir de l'amour qui guidait Ivy à travers les bois pour sauver l'homme qu'elle aime. Et dans le film Signe, c'était la foi qui était le thème principal avec le personnage de Mel Gibson qui était un pasteur qui avait perdu la foi en Dieu suite au décès de sa femme. Et ici, ces thèmes-là, ils reviennent parce qu'on a des personnages en fait qui vont peut-être perdre leur foi en eux-mêmes mais qui en ont besoin en fait pour exister. Ils ont besoin de cette croyance d'eux-mêmes et également des autres pour croire en eux-mêmes et pour trouver en fait quelle est leur place, quel est leur rôle à jouer dans cette vie-là. Et on retrouve aussi ces thèmes-là par rapport aux personnages parents, par rapport aux espèces de sidekicks on va dire. C'est l'amour indéfectible d'une mère pour son enfant, c'est la foi inébranlable d'un fils pour son père, mais c'est également l'amour profond que peuvent se vouer 2 amis. Avant de rentrer dans la partie spoiler, donc du coup je voulais vous faire une petite analyse générale des thèmes principaux qu'on retrouve dans le film. Mais voilà, si je devais vous donner une critique générale, moi j'ai adoré, c'était une de mes grosses attentes de 2019, c'était ma première grosse attente de 2019. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets dans le petit i en haut à droite le lien vers la vidéo. Franchement j'ai pas été déçue parce que déjà Shyamalan c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces personnages là en fait. Je suis vachement attachée à ces personnages là. Je me souviens qu'à la fin de Split quand on voyait le personnage de David, mais j'étais hystérique. Et du coup j'étais vraiment contente de retrouver ces personnages, de retrouver cet univers là et de clore un petit peu en fait leur histoire. Et ce que j'aime aussi chez Shyamalan, c'est que c'est un réalisateur qui va pas mettre des détails ou des éléments juste pour le plaisir, juste pour faire du fan service. Par exemple, utiliser les personnages de Joseph et de la mère d'Elijah, ça aurait pu être du fan service, les mettre là juste pour le plaisir parce que c'est super cool de retrouver ces acteurs là 18 ans après. Surtout le fils de David parce que voilà, là il a une trentaine d'années, c'était un petit gosse dans Incassable, c'est trop cool de le retrouver. Mais non, Shyamalan s'il les met là, c'est qu'ils ont une utilité, c'est qu'ils vont avoir un but précis dans l'histoire.
Et moi c'est ça que j'aime bien avec ce réalisateur là, c'est que voilà, ces films ils sont toujours bourrés d'éléments et de petits détails qui au premier abord peuvent vous sembler anodins et au final non, ils ont une réelle importance. Et je trouve ça génial en fait au fur et à mesure de ces films de chercher comme ça quel élément va apporter quoi à l'histoire. Et c'est des films qui nécessitent toujours un deuxième visionnage en général. Plus vous le voyez, plus vous captez d'éléments et de détails, c'est incroyable. Et côté casting, c'est impeccable, hein, je veux dire. Bruce Willis, c'est typiquement le genre de rôle qui lui vont trop bien. Le rôle de David Dunn, il lui va tellement bien, quoi, je veux dire. Pour moi, son personnage de David Dunn, il est quasiment aussi iconique que son personnage de John McClane, par exemple. C'est des personnages, je trouve, qui lui collent à la peau, qui lui vont tellement bien. Et ici, c'est un vrai plaisir de le retrouver dans ce rôle-là. Samuel L. Jackson, c'est un acteur que j'avais tendance à ne plus beaucoup aimer ces derniers temps. Je trouve qu'il cabotine un petit peu. Et par exemple, dans les derniers Tarantino, c'est quelqu'un que j'aime plus tellement. Quand je le vois dans un film, je sais jamais trop quoi en penser. Et là c'est super. Là, on le retrouve vraiment... comme on l'avait laissé dans Incassable, quoi. C'est vraiment... il reprend son personnage à merveille et ça lui va tellement bien. Franchement, je pense que dans le film, on le voit pas, il n'y a pas de plan sur son visage avant au moins peut-être 40 minutes de film. C'est incroyable. On voit ses jambes, on voit sa silhouette. Mais avant d'avoir vraiment un plan de lui, on met au moins 40 minutes. Et là, le personnage, il prend toute son ampleur, sa dimension vraiment machiavélique. Il est génialissime. James McAvoy, il est parfait. Il est parfait. Je sais même pas quoi dire en fait. Tellement je le trouve bon. Et en plus, dans Split, on voyait environ, je dirais, 7 ou 8 personnalités peut-être. Là, on en voit tellement plus. Et ce que je trouve saisissant en fait, dans ce rôle-là, dans ces rôles-là, c'est qu'il lui suffit d'une micro-expression pour qu'on reconnaisse tout de suite la personnalité qu'il joue. Le froncement de sourcil, on sait que c'est Dennis. Quand il se tient sa main un peu comme ça, on sait que c'est Patricia. Bon, Hedwig, c'est le personnage le plus reconnaissable, mais c'est fait exprès. Mais c'est hallucinant, quoi. En un clin d'œil, un froncement de sourcil, sa position, sa gestuelle, son air, on sait tout de suite de quel personnage il s'agit et c'est hallucinant, il est génial. À côté de ces trois acteurs-là, on retrouve donc Anya Taylor-Joy qui jouait déjà dans Split. Moi, c'est une actrice que j'adore. Déjà, je la trouve tellement belle et elle joue super bien. On la voit de plus en plus souvent au cinéma et je suis ravie à chaque fois. Je crois que le prochain film dans lequel on va la voir, ça va être Les Nouveaux Mutants. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on retrouve... Pour la première fois dans un de ces films-là, on voit Sarah Paulson, qui est une actrice, pareil, que j'adore. C'est une de mes icônes, je pense, en matière d'actrice. Donc qui joue dans toutes les saisons d'American Horror Story, qui joue dans la saison 1 de American Crime Story. On l'a vu dans Ocean's 8 l'année dernière. Mais je trouvais que son rôle était assez anecdotique finalement par rapport à l'ampleur de son talent. C'est une actrice que j'adore. Franchement, si vous la connaissez pas assez, je peux que vous conseiller de regarder au moins American Story ou par exemple le film Blue Jay que vous pouvez trouver sur Netflix en principe. C'est une actrice que j'adore et ici elle est parfaite. Franchement, j'étais trop contente de l'avoir enfin dans un grand rôle, dans un film voilà, aussi médiatisé, aussi grand public entre guillemets. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, moi je peux que vous conseiller en fait d'aller le voir au ciné si c'est encore possible. J'espère que comme moi vous ne serez pas déçus en tout cas. Et voilà, maintenant si vous voulez vous garder la surprise, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne voulez vous dévoiler aucun détail, je vous conseille de couper maintenant la vidéo parce que je vais passer vraiment dans la partie spoiler à fond là. Donc si vous quittez maintenant la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, d'activer les notifications, de me laisser un petit commentaire, de me dire ce que vous attendez du film. Et donc je vous dis à la prochaine. Et pour ce qui est donc de la zone spoiler, autant attaquer directement. Hein. Vous vous souvenez de la bande-annonce de Glass? Et est-ce que vous vous souvenez de ce plan-là du Dr Staple? Alors encore une fois, Shyamalan il nous donne direct un élément crucial pour le film. Pour Split, il nous donnait l'affiche du film qui était exactement la même qu'Incassable pour nous dire « Eh oh, c'est la suite d'Incassable ». Et ici, avec ce plan-là, alors c'est peut-être subtil, c'est peut-être moi qui extrapole aussi, hein, ou alors je sais pas. Mais ce plan-là, il renvoie directement à l'explication que le personnage d'Elijah, si je ne me trompe pas,
donne dans Incassable à propos des méchants dans les comics. C'est-à-dire qu'il dit que les méchants dans les comics sont toujours reconnaissables parce qu'ils ont des traits qui sont disproportionnés par rapport au reste des personnages. Et que souvent le méchant, du coup, il a un front et une tête qui sont légèrement plus gros que la normale. Et c'est exactement l'impression que donne ce plan-là du Dr Staple. Et en effet, elle est l'antagoniste des 3 personnages finalement, parce que elle fait partie donc d'une organisation secrète qui a pour but de faire taire les super humains, on va dire, en essayant de les persuader à tout prix que non, ils ne sont pas des super héros, ils ne sont pas des super méchants, et de leur faire comprendre qu'ils ont un trouble psychologique, voilà, qui leur fait croire ça. C'est son but à tout prix. Donc elle a un peu ce côté esprit supérieur, j'ai envie de dire, un peu génie du mal aussi. Et si vous vous rendez bien compte aussi dans le film, le Dr Staple, elle a jamais un discours qui est super cohérent. Et je pense que Shyamalan, il fait exprès de mettre vraiment le doigt dessus pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas se fier à ce personnage-là du tout, qu'on ne doit pas du tout la croire. Elle arrive en disant qu'elle est psychiatre spécialisée dans une forme de mythomanie très particulière qui pousse les gens à croire qu'ils sont des super-héros. Quelques scènes plus tard, elle explique à la mère d'Elijah qu'il y a de plus en plus d'individus qui se prennent pour des super-héros et pour des super-méchants. La scène d'après, et je pense que c'est fait exprès que ça soit d'une scène à l'autre pour vraiment nous mettre la puce à l'oreille, la scène d'après c'est quand elle fait donc la séance de thérapie avec les 3 personnages dans la salle rose, et elle leur dit, alors si vous êtes des super-héros, si c'est normal, machin, elle leur dit, comment ça se fait que vous êtes que 3? Et on se dit, dans la scène d'avant, tu disais qu'il y en avait de plus en plus, maintenant elle dit qu'ils sont 3, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle peut être spécialiste de ce cas précis s'ils sont que 3? C'est pas logique. Et à aucun moment en fait son discours il est cohérent si on fait attention, on l'écoute, elle parle beaucoup, elle donne beaucoup d'informations, voilà, les médecins, elle leur donne en plus des faits qui peuvent être concrets, comme quand par exemple elle explique que David, en fait il a pas des visions quand il touche les gens. Elle lui explique qu'en fait genre il est mentaliste et qu'il arrive juste à analyser en fait les traits des gens, leur comportement, et qu'en fonction de ça il arrive à se dire, ah ben lui il est méchant, lui il est gentil, lui il fait ci, lui il fait ça. Elle arrive presque à le convaincre. Pareil pour Kevin, elle leur dit également que voilà, ce sont les traumatismes de leur enfance qui les poussent à croire qu'ils sont des surhommes. On se souvient que David il s'était noyé au collège quand il était petit, qu'il était mort et qu'il avait été ressuscité en quelque sorte. On a le personnage de Kevin qui a été maltraité toute sa vie par sa mère, son père l'a soi-disant abandonné. Et on a le personnage d'Elijah donc qui a cette maladie génétique terrible qui a ruiné en fait toute sa vie. Donc effectivement ce qu'elle dit ça pourrait être probable, mais elle a trop d'éléments qui sont incohérents pour qu'on puisse la croire à 100%. Et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est dans Glass, on est dans le film d'Elijah. Et Elijah lui il sait que c'est la vérité, il sait qu'ils sont des surhommes, il a aucun doute sur ça. Et lui son but ça va juste être de contrecarrer les plans d'Ellie Staple pour pouvoir prouver qu'ils sont des surhommes et surtout pouvoir le dévoiler à la face du monde. C'est pour ça que quand son plan au début, quand il explique qu'il veut un affrontement sur la tour Osaka, donc qui va être la merveille de Philadelphie, qui va être la tour la plus grande qu'on ait jamais vue, la plus moderne, la plus incroyable et tout. Déjà c'est pas sans faire penser à la tour Stark, la tour Avenger, où tout le monde se bastonne en toute impunité sans savoir que tout le monde va mourir autour, que les répercussions vont être énormes. Bref, quand ils montent tout ce plan là, c'est pareil, ça paraît pas super logique, on se dit bon ça correspond pas trop à l'image d'un film de Shyamalan, genre une grosse baston en pleine ville avec plein d'effets spéciaux, du coup tout ça paraissait bizarre. Et effectivement en fait tout ce plan était monté quoi. Elijah c'est vraiment le cerveau, de toute façon son pouvoir à Elijah, son super pouvoir, c'est sa super intelligence, et il le dit à un moment. Il dit c'est ma super intelligence, et on sait qu'il a un QI hors norme. Et que voilà, à partir du moment où Dr Staple arrive, il sait exactement comment la contrecarrer. Et c'est ça qui est sympa aussi avec ce film là, c'est que finalement Shyamalan il joue vachement du code de super-héros. Il utilise tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un film de super-héros. On a vraiment l'affrontement contre le bien et le mal, on a la grosse révélation concernant les parents d'un des personnages. C'est quand même fort ça comme scène. On a voilà le pseudo-affrontement final, la révélation finale, et comme le dit la mère d'Elijah à la fin, l'extension de l'univers. Un point sur lequel je voulais revenir, c'était le choix de faire mourir les personnages. Je pense qu'on a tous été un petit peu choqués
Le choix de faire mourir ces personnages, franchement c'était tellement osé, surtout voilà de faire mourir le personnage de David. J'ai envie de dire, dans un film de super-héros classique, que le méchant meurt, bah, ça paraît logique. Mais ici, faire mourir son héros, c'est fort quand même. Surtout que des 3 personnages, David, c'est celui qui va avoir la mort la plus horrible et la plus injuste surtout. On a le personnage d'Elijah, qui donc se fait tuer par la bête, qui meurt dans les bras de sa mère, qui lui dit voilà qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle l'a toujours trouvé spectaculaire. Ça, moi j'ai trouvé ça tellement beau comme scène. Et on a le personnage de Kevin, donc qui meurt dans les bras de Casey en tant que Kevin. En plus, la bête a décidé de ne pas rester dans la lumière alors que ça aurait pu lui sauver la vie parce qu'on sait que les balles ne peuvent pas l'atteindre. Mais il choisit voilà, d'affronter son vrai moi au nom de l'amour en fait que lui porte Casey. Et on a le personnage de David qui meurt seul. Mais voilà, David c'est vraiment la figure du héros tragique en fait. Qui voilà, c'est un héros malgré lui, c'est un héros au début qui s'en rend pas compte, ça crée des tensions dans sa famille. Quand dans Incassable on a les scènes par exemple où Joseph, la scène où Joseph veut lui tirer dessus par exemple, c'est une scène qui est horrible. Enfin, c'est ce personnage qui a toujours un fond comme ça, je trouve très mélancolique. Et là c'est pareil, au début de Glass on nous dit que sa femme est morte d'une leucémie. Lui il peut pas être malade et sa femme elle meurt d'une maladie. David il a un peu ce statut de dieu immortel qui voit les autres autour de lui vieillir, tomber malade, mourir, etc. C'est vraiment le héros tragique, David, et donc du coup sa mort elle est vraiment à son image quoi. Je pense qu'on aurait tous aimé à la limite une mort glorieuse quoi, une mort héroïque. Et non, il a une mort vraiment tragique et la seule satisfaction donc qu'il a, c'est quand le docteur Staple lui dit de toucher sa main, parce que donc elle sait que les pouvoirs de David sont vrais, donc elle lui dit prenez ma main. Et elle lui donne la satisfaction ultime de lui dire oui, c'est vrai, oui vous êtes des surhommes, oui vous êtes un super héros, tout ce que vous pensiez était vrai, mais il fallait vous faire taire, on ne pouvait pas vous laisser exploser comme ça à la face du monde. Et on découvre voilà, que l'organisation dont fait partie le Dr Staple, ils veulent étouffer tout ça parce qu'elle dit très bien que c'est injuste que des dieux vivent parmi des vivants. Je trouve ça vraiment intéressant comme phrase, quoi. Du coup ça m'a vachement renvoyé à toute la mythologie de Superman où on avait vraiment cette figure en fait de dieu, plus qu'un super héros, de dieu. Pour finir un petit peu l'analyse, maintenant je pense qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à Shyamalan pour la suite ou pas de cette histoire. Il peut choisir de ne plus rien faire en rapport avec cette histoire là, et d'ailleurs il a dit que pour lui l'histoire était terminée, mais il avait déjà dit ça à la fin d'Incassable. Donc bon, on sait qu'on peut pas trop lui faire confiance pour ce genre de choses là. Il peut ne rien faire, il peut faire un film, j'ai envie de dire, général où on pourrait voir en fait quel est l'impact donc de la révélation finale, quel est l'impact de cette extension d'univers pour les mortels. Est-ce que du coup voilà les personnages, de savoir que c'est vrai, ça va les aider à développer leur pouvoir, ou est-ce qu'ils vont juste entre guillemets un coming out. Il pourrait faire un film qui serait plus centré par exemple sur l'organisation secrète. À un moment le Dr Staple elle dit que cette organisation là existe depuis 10 000 ans et que là elle se rend dans la prochaine ville pour traiter un nouveau cas. Donc on se dit c'est super intriguant, on a envie d'en savoir plus. Comment ça depuis 10 000 ans il y a des super héros et vous les cachez quoi. Cette mythologie là est super intéressante, elle est super intrigante quoi. Quand on apprend ça dans le film, il y a eu le moment où je me suis dit c'est une blague ou pas, il a fait une organisation secrète. J'ai trouvé ça génial parce que je me dis c'est probable, et je me dis voilà c'est super intriguant, maintenant j'ai envie d'en savoir plus, me laisse pas comme ça, me laisse pas en plan. Ou alors il pourrait aussi décider par exemple de faire un 4e film sur un personnage qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être un personnage qu'on connaît déjà. Parce que moi j'ai une idée, mais alors peut-être qui est complètement infondée, hein, je sais pas, peut-être qu'avec ces films là j'extrapole complètement. Mais je vous disais au début de la vidéo que le personnage de David Dunn c'était le seul personnage qui avait une double initiale et donc qui était un héros. Mais il y a le personnage de Casey aussi qui a une double initiale, elle s'appelle Casey Cook. Donc je me dis, est-ce que c'est un détail que Shyamalan a placé là un petit peu par hasard, ce qui m'étonnerait un peu de lui, ou est-ce qu'il va faire quelque chose de cette histoire là? On se dit voilà, pourquoi est-ce que Casey par exemple n'aurait pas elle aussi un pouvoir extraordinaire?
On sait pas, de toute façon on voit que le rapport qu'elle a avec Kevin, la façon qu'elle a en le touchant, de le faire redevenir lui-même, on se dit est-ce que c'est juste le pouvoir de son amitié et de son amour pour lui qui donne ça, ou est-ce que c'est un pouvoir un petit peu extrasensoriel qu'elle pourrait avoir. Donc voilà, c'est une théorie vraiment, vraiment comme ça, je sais pas. Et le point qui m'avait fait rire aussi dans le film, j'y pense maintenant, c'est pour ça que je le mets à la fin. Et le passage qui m'a fait rire dans le film, c'est donc le passage où le Dr Staple, elle critique les fans de comics. Elle dit, vous êtes déjà allé à une convention de fans? Elle dit, c'est quoi? Elle sous-entend que c'est horrible, que voilà, les fans ils sont un peu crétins entre guillemets et qui sont là que pour acheter des trucs. Et ce que je trouve assez ironique, c'est que du coup, elle se fait spoiler la fin de l'histoire par des fans de comics finalement. Quand elle est dans la librairie et que c'est les deux gars qui sont au fond qui disent mais non, tu sais, il y a toujours le génie démoniaque qui avait le plan secret pour contrecarrer. Et elle les entend et elle comprend à ce moment-là que Elijah a fait donc tout son plan secret là pour diriger les vidéos de caméra surveillance vers un site privé. Et j'ai trouvé ça génial, je me suis dit ben voilà, c'est l'arroseur arrosé, en fait ils l'ont spoilé. Et j'ai trouvé ça assez marrant en fait, je trouvais que c'était un petit pied de nez sympa. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette analyse elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à voir le film déjà, à l'analyser, à le décortiquer, à essayer de réfléchir à des théories et voilà, à écrire tout ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être que j'aurai éveillé un petit peu votre curiosité sur certains points. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, surtout à me laisser un petit pouce en l'air, c'est super encourageant et ça me fait trop plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez, likez, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt.